Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, bonsoir messieurs, dames, on est en direct de la fac de Nantes. Du bruit, du bruit, du bruit. Merveilleux. Ils sont chauds, ils sont nombreux et en plus nous sommes à l'heure, mesdames et messieurs, pour ce deuxième épisode de cette deuxième étape même du Tour de l'Histoire. Nous étions à Strasbourg hier et on est à Nantes. J'ai l'impression juste d'être sur France Télévisions en 1980. Et oui, nous sommes arrivés à Nantes, bien sûr. Donc merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. On est ravis que vous soyez venus, que vous ayez pris le temps de venir écouter et qu'on puisse parler d'histoire toutes et tous. Ensemble, donc, pour ceux qui découvrent ce que c'est que le Tour de l'Histoire, c'est tout simplement un Tour de France en 5 étapes pour parler d'histoire avec des spécialistes. Et donc, nous avons un thème cette fois-ci, cette année, donc c'est la première. Et pour inaugurer, nous avons décidé de choisir le thème des révolutions. On a parlé de la révolution russe hier et aujourd'hui à Nantes, nous allons parler de la révolution américaine et l'idée c'est qu'on prolonge tout ça jusqu'à Bordeaux vendredi et ça va être absolument génial. Donc on est avec un public, parce que c'est la particularité aussi, avec un public magnifique à Nantes ce soir. Un public magnifique. Je vous sauce déjà. Voilà, magnifique public nantais qui est venu pour qu'on puisse parler d'histoire ce soir. On embrasse évidemment le chat qui est aussi avec nous, qui nous regarde. Et en plus, on a la connexion qui suit, donc c'est absolument merveilleux. Donc, vous l'avez compris, on est parti pour 1h15, 1h30 de discussion tous ensemble pour parler d'histoire. Et sachez que ça me rend vraiment très heureux de voir autant de gens qui sont curieux et qui ont envie qu'on puisse apprendre tous ensemble. Donc je trouve ça vraiment génial. Je vous propose, je le rappelle aussi, pour ceux qui sont sur le chat également, que ce que vous allez écouter, découvrir ce soir en live, ce sera en rediff sur YouTube et en podcast également. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et également, il y aura le QR code pour les questions également pour les gens qui sont dans la salle, bien sûr. Mesdames et messieurs, je propose qu'on se plonge dans le thème, la Révolution américaine. La Révolution américaine, donc, qui s'est déroulée, avec l'indépendance américaine, s'est proclamée le 4 juillet 1776. Et nous fêterons donc le 250e anniversaire cette année de cette révolution, de cette indépendance. Et c'est un petit peu justement cet anniversaire qui nous a poussé à faire ce cycle sur les révolutions. Donc on pensait que cette date anniversaire était intéressante pour ça. Cette date anniversaire donc des États-Unis, elle l'est évidemment dans le contexte actuel, elle n'est évidemment pas anodine. Donc il sera très intéressant de voir comment est-ce qu'en juillet prochain, aux États-Unis, on célébrera ça et comment est-ce que nous aussi, observateurs, nous pourrons observer, analyser ce qui se fera outre-Atlantique. Ce soir, l'idée, c'est de comprendre le contexte et les événements, ainsi que de l'inscrire dans ces révolutions dites atlantiques entre les États-Unis, la France, que nous ferons demain, et également Haïti, puisqu'on parlera de la révolution haïtienne à Paris jeudi soir. Donc l'idée, c'est qu'on ait justement cette cohérence entre ces trois révolutions en 3 jours. Donc nous posons donc une première pierre historique à Nantes ce soir avec la révolution américaine, qui est la plus ancienne des révolutions que nous allons voir dans cette série de 5 conférence. Évidemment, cette conférence, je ne vais pas la faire tout seul, donc je vais demander, s'il vous plaît, de faire un maximum de bruit pour celle qui sera notre intervenante. Et vous pouvez déjà commencer à l'applaudir, s'il vous plaît. Parce que ce soir, elle joue à domicile, bien sûr. Elle est maîtresse de conférences en histoire moderne ici à Nantes. 1m70 de pure slay, de nombreux livres écrits sur la Révolution américaine, notamment sur les femmes après la Statue de la Liberté. Elle est le 2e plus grand cadeau de la France aux États-Unis, contrairement au FC Nantes. Elle joue en première division et même en Ligue des Champions, bien sûr. Bon, évidemment, je vous demande d'accueillir Virginia Dan, bien sûr. Vous demandez de faire ça à chaque fois que j'arrive en fait, c'est obligé maintenant. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a certains que tu reconnais dans la salle. Hein. Ouais. et bizarrement, j'ai pas cet accueil-là souvent. Enfin... C'est vrai qu'un lundi 8h du matin en amphi, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a moins l'envie. Voilà. Virginie, je t'invite à t'asseoir. On a décidé un peu de se mettre devant l'estrade parce qu'on s'est dit que c'était peut-être un peu trop protocolaire le côté, ce côté un peu, on reste tous derrière cette grande table. On s'est dit que c'était un petit peu plus sympa quand même qu'on reste avec vous justement pour discuter de tout ça. Bonjour évidemment le chat, on espère que vous allez bien, tout le monde est très très chaud. Donc cette révolution américaine, donc dans les live histoires, ce qu'on aime faire aussi, Virginie, c'est qu'on aime toujours demander aussi d'où est venu cet intérêt pour ce sujet qu'est la révolution américaine. Avant de se plonger dedans, on aimerait comprendre
Comment est-ce que toi, tu as décidé d'y dédier quand même beaucoup d'années de travail? Ouais, et c'est toujours un peu la question très piège, parce que, globalement, je n'en sais rien. Voilà. D'accord. Donc c'est bien, on commence très fort. Je sais que je suis allée voir celui qui est devenu mon directeur de thèse en disant: «Je suis très intéressée par l'Amérique coloniale». Il m'a dit: «Mais encore?» Je dis: «Bah, je sais pas». Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire parce que c'est vraiment parti, vraiment de l'intérêt pour des sociétés coloniales, en fait. La formation d'une société coloniale, du fait colonial. Des fois, j'essaye de le connecter pour faire genre, le fait d'être moi-même, enfant issu de la colonisation quelque part parce que mon père était colonisé, à une époque, donc peut-être que ça a joué. Il n'était pas colonisé en Amérique, donc voilà. Mais peut-être que c'est de là que ça vient et que je ne le savais pas. Quand on fait de l'histoire, à un moment, il y a toujours ce moment où on doit faire une égo-histoire et ça va être c'est un peu merci d'avoir commencé à me faire réfléchir à cette égo-histoire finalement. Bien sûr. Il y aura Ma vie, mon œuvre, bien sûr, dans quelques années, Ouais, qui mais c'est sortiront ça. Virginie Adam. Tout son travail, bien sûr. On vous affiche dans la salle le QR code également, si jamais vous voulez poser des questions voilà, tout au long de la conférence, où on vous le laisse sous la main, bien sûr. Donc, Virginie, je te propose voilà, qu'on plonge dans cette histoire, dans ce sujet. Voilà, on a évoqué cette date du 4 juillet 1776, mais il s'est passé beaucoup de choses avant. Oui. Donc, est-ce que déjà, on peut essayer de situer voilà, au début du XVIIIe siècle, où est-ce qu'elle en est qu'est-ce que sont les États-Unis? Comment est-ce qu'on pourrait définir ces 13 colonies? Parce qu'elles sont 13 colonies Ouais. à ce moment-là. Alors, elles sont 13 colonies qui ne sont pas conscientes d'être 13 colonies. Hein. Ce terme 13 colonies, c'est ce qui a permis en fait, de donner une espèce de terme qui englobe celles qui ont déclaré leur indépendance. Mais en fait, au début du XVIIIe siècle, c'est des colonies qui sont très disparates les unes par rapport aux autres, en fait, qui ont été fondées à des époques différentes tout au long du XVIIe siècle. Hein, en fait. Donc en Amérique du Nord, la première vraie fondation coloniale, c'est 1607, c'est à Jamestown. Ensuite, il y en a donc c'est en Virginie. Un peu plus au nord, il y a des installations coloniales dans ce qui va devenir la Nouvelle-Angleterre, qui sont aussi des Anglais, mais c'est un projet qui est très différent. C'est-à-dire qu'en Virginie, c'est des gens qui essayent d'aller trouver ce qu'ils peuvent extraire comme ressources du territoire. Ils cherchent aussi un passage vers la Chine, ce qui est un petit peu un fil rouge tout le temps, en fait. On cherche toujours un passage vers la Chine et on ne le trouve jamais. Mais il a été trouvé depuis, parce qu'en fait, on cherchait le passage par le pôle Nord. Ah oui, bien sûr. Et c'est le moment qui est un petit peu triste, c'est que ce passage vers le pôle Nord, en général, les navigateurs allaient jusque vers Terre-Neuve, Bien puis sûr. ils étaient au bord de la mutinerie, donc ils faisaient demi-tour, et puis se retrouvaient quelque part en Amérique du Nord. Ce passage existe désormais car la fonte des glaces et le réchauffement climatique. Bien sûr. Mais donc voilà, il y a plein de projets coloniaux très disparates qui sont formés. Donc là, on le voit, bon, il y a une petite carte qui montre un petit peu les différentes colonies. Et donc, au sud, on va avoir plutôt des colonies qui sont fondées sur des projets de plantation. Plantation de tabac, de sucre, de riz, enfin plutôt tabac et riz hein, en Amérique du Nord. Donc ça repose sur le travail des esclaves. Il y a peu de blancs en fait qui vivent dans ces colonies plus au sud et plutôt beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants mis en esclavage. Plus au nord, on va avoir des colonies plutôt de peuplement. Donc on va avoir des gens qui ont migré en famille pour essayer de s'installer, de recréer une vie meilleure, de se réinventer. Donc le projet, il est joli dit comme ça. Il se fait sur un territoire qu'ils estiment être vierge. C'est là que l'histoire est un petit peu moins jolie, puisque la Terre n'est effectivement pas vierge, elle est habitée par des populations autochtones. Donc voilà, on a des projets très disparates. On a des gens qui parlent anglais, il y en a des gens qui parlent en néerlandais, il y en a qui parlent en français, il y en a qui parlent en allemand. Donc en fait, c'est des colonies très différentes les unes des autres. D'accord, donc il y a quand même des projets qui sont très différents. On m'a dit dans Ouais. l'oreille qu'il me semble qu'on a réaffiché le QR code, si jamais, parce que je crois que ce n'était pas affiché avant. Voilà. Donc il est mis. Donc le QR code, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Donc effectivement, il y a ce projet-là. Ce qui est intéressant aussi, et souvent quand on parle du début de ces 13 premières colonies, on parle aussi souvent de la Nouvelle-France également, qui est un petit peu plus au nord, qui est au niveau de la vallée du Saint-Laurent, Canada, Québec actuel. Est-ce qu'il y a des différences entre, on va dire, cette colonisation britannique et cette colonisation française ? Alors oui, il y a des différences. Hein. C'est-à-dire que la colonisation française, les Français revendiquent un territoire immense. Enfin, ce qu'on appelle la Nouvelle-France, c'est effectivement donc il y a le Québec, la vallée du Saint-Laurent, il y a aussi toute la vallée du Mississippi, jusqu'à donc ce qu'on a appelé ensuite la Louisiane, mais ça fait partie des possessions revendiquées françaises. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a les endroits où les Français sont vraiment, où c'est vraiment de la colonisation,
Et il y a les endroits qu'ils revendiquent, mais où ils ne sont pas forcément physiquement présents, mais ils ont établi des relations privilégiées avec les populations autochtones, ce qu'on va appeler une situation impériale. Donc voilà, c'est un territoire très vaste. Et surtout, au début de notre histoire, les Français ont été boutés hors d'Amérique du Nord. Enfin, en tout cas, l'autorité française, puisque en fait, les Anglais ont pris le contrôle de la Nouvelle-France, en fait. Et donc, combien est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait la population, on va dire, de ces 13 colonies à ce moment-là? On est sur combien de personnes On est sur environ 2,5 millions de colons, on va dire. Enfin, de population coloniale, donc colons plus personnes mises en esclavage, environ 2,5 millions d'habitants. D'accord, ok. Et donc, Voilà. tu sais à peu près la proportion de colons, esclaves, etc. Il y a environ 20% de la population, c'est des esclaves. Et en même temps, c'est très disparate là encore, puisque je parlais, c'est des colonies très différentes. Si tu te places au nord, en Nouvelle-Angleterre, c'est même pas 5%, c'est peut-être même 2% de la population, donc c'est vraiment pas grand-chose. 2% c'est des... Ah oui. Ouais, c'est des esclaves. D'accord. Et si tu vas en Caroline du Nord, et puis surtout en Caroline du Sud, on est sur du 60-70% de la population. D'accord. C'est des personnes mises en esclavage. D'accord, ok. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est des sociétés très très différentes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'esclavage absolument partout. Donc là, si on fait un petit exercice rapidement avec l'amphi, là, Ouais. tu vas me dire. Donc Ouais. tu m'as dit, c'est soit 80% de colons dans les colonies environ. Ouais. Donc là, tout l'amphi ici, ce serait... on est plutôt... Ça, c'est des colons. Ok, donc, pouvez vous lever, s'il vous plaît, les colons. ici, tous les colons. Ok. Et donc Voilà. là, le reste, ici, on a plutôt la partie esclavagisée, quoi. Ce serait à peu près l'idée, ouais. Désolé, on est... Si Voilà. au doigt mouillé, on dirait que c'est à peu près ça. Ok, donc on doit mouiller, voilà, donc on est à peu près à ça. Donc du coup, vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. L'idée, c'était de rester... Donc là, on a 20%, ils sont là, d'accord. Mais ça dépend, tu disais, des États aussi, finalement. Et ça dépend des États. D'accord. Ouais, ça dépend des États. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas les mêmes projets coloniaux, ce qui fait que c'est pas les mêmes sociétés, c'est pas les mêmes économies, c'est pas la même relation avec l'Angleterre, c'est pas le même agenda politique. D'accord. Voilà. On salue aussi également, parce qu'on a eu un raid dans le chat, on peut applaudir, s'il vous plaît? Super. Alors, un raid pour t'expliquer, Virginie, en gros, c'est sur Twitch, quand il y a, en gros, quand un streamer finit son live, il envoie ses spectateurs sur le live d'un collègue. Et donc voilà, il y a Furgot il y a 740 personnes qui viennent d'arriver. On les salue, bien sûr. On est en direct de Nantes et on parle de la Révolution américaine pour la deuxième étape de notre tour de l'histoire. Tu parlais de 13 colonies qui ont 13 projets différents. Ouais. Je pense que c'est important aussi de le rappeler que la couronne d'Angleterre, en fait, c'est pas l'État directement qui gère ces colonies. On est vraiment sur plutôt des entreprises privées qui vont s'occuper de certains territoires. Alors ça change au fil du temps, mais au départ, c'est des colonies qui sont fondées sur des entreprises très disparates. Effectivement, voilà, il y a des colonies qui ont été fondées parce qu'il y avait un lord qui s'était fait octroyer des terres et qui s'est dit tiens, je vais les coloniser pour avoir ma colonie catholique. Va y avoir une compagnie marchande qui se dit tiens, je vais exploiter telle ou telle ressource. Donc voilà, c'est des projets très disparates, mais à la fin du XVIIe siècle, oui, à la fin du XVIIe siècle, la couronne reprend le contrôle sur ces colonies et essaye de leur donner de la cohérence. Donc malgré tout, là, la couronne les contrôle, les taxes aussi, et en organise. On organise plutôt les relations marchandes. Hein. Enfin, voilà. Après, il y a des gouvernements locaux qui ont été créés, et donc il y a une vie politique locale qui existe. Et du coup, on parle plus à ce moment-là de département entre guillemets du royaume, où on est vraiment sur des pays qui sont sous la domination de l'Empire, un peu comme va être le Dominion canadien un peu plus tard. Alors, le terme Dominion a pu être utilisé pour la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, sinon on va parler de province. D'accord. Voilà, mais c'est des provinces, qui dépendent de la couronne d'Angleterre. Très bien. Donc là, on a un petit peu planté le décor. L'idée, c'est que vous puissiez un petit peu comprendre là où est-ce qu'on met les pieds dans ce nouveau monde qui, quand même, du coup, va avoir ces 13 colonies britanniques. La France sort un petit peu de cet échiquier-là assez rapidement. Mais malgré tout, il y a un épisode qui va qui va avoir beaucoup d'impact. C'est un épisode qu'on connaît assez mal, nous, aujourd'hui, je trouve. C'est la guerre de 7 ans, qui va avoir un très lourd impact sur l'Empire britannique et a fortiori sur ces 13 colonies. Oui, alors la guerre de 7 ans, je pourrais faire 1h15 dessus, donc on va éviter. Allez, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Mais effectivement, les conséquences de la guerre de 7 ans, donc la guerre de 7 ans, c'est en anglais, ils appellent ça la French and Indian War. Donc la guerre franco-indienne, c'est-à-dire c'est eux les ennemis des Anglais en Amérique du Nord. Et effectivement, c'est une guerre aussi pour le contrôle
pour le contrôle de certaines ressources, de certains territoires. Et l'issue de cette guerre, c'est que effectivement, les Français perdent toutes leurs possessions d'Amérique du Nord Mhm. et sont chassés. Donc, on pourrait dire ils sortent de cette histoire, mais non, pas complètement. Et surtout, ça a coûté super cher à la couronne britannique. D'accord. Enfin, fondamentalement, c'est ça qu'il faut. Et à Georges III qu'on vous affiche d'ailleurs juste là dans la salle Voilà, et sur le live. ce charmant Georges III qui donc, en général, on considère la guerre de 7 ans, c'est une grande victoire britannique, ça consacre la toute-puissance britannique, à ceci près que la toute-puissance britannique, elle est maxi-endettée et doit un peu éponger le coût monumental de cette guerre. Donc, et c'est ça qui va un petit peu mettre le feu aux poudres, parce que éponger le coût de la guerre, le Parlement se dit on n'a qu'à taxer ceux pour qui on a fait la guerre, c'est-à-dire les colonies, pourquoi pas après tout. Et c'est le point de départ, un des points de départ de tout. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, on avait demandé justement en préambule de préparer quelques visuels et notamment un principal. Et Virginie nous a dit que pour toi, c'était le visuel peut-être à retenir sur cet échange qu'on a ensemble. Est-ce que tu peux me l'expliquer? C'est vrai que là, comme ça, je vois un serpent. De quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? Si tu regardes bien sur ce serpent, et si vous le regardez bien, il y a des initiales qui sont associées à ce serpent. On voit NE, on voit NY, on voit P, on voit NJ, donc NE, New England, New York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina. Et en fait, c'est ce serpent éclaté, c'est un symbole des 13 colonies. Et ces 13 colonies qui ne sont pas unies, donc un serpent qui est saucissonné, en gros, c'est pas super dangereux, quoi. Ah, d'accord, ok. Mais si par contre, ce serpent-là, s'il est unifié, il peut être absolument létal, surtout si on l'attaque, il va répondre. Et c'est en gros ça. C'est un dessin qui a été publié par Benjamin Franklin, et qui est un dessin qui vise à rendre public la nécessité pour les colonies de s'unir, de s'unir entre elles pour ne pas être détruites par la couronne, en fait, dans le cadre de cette lutte coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir des années 1760, on a vraiment un moment de contestation contre des décisions qui sont prises par la couronne britannique. Donc la taxation, politique de taxation qui pose énormément de problèmes, mais c'est pas la seule chose qui pose problème. Au passage, c'est qu'on a une population, donc, je te disais ça à l'instant, de 2,5 millions de colons, qui grandit de manière assez rapide, vraiment par la migration, par la reproduction naturelle, etc. Et surtout, ces colons, ils veulent pouvoir avoir des opportunités de s'installer sur des terres. Et justement, pile après la guerre de 7 ans, la couronne britannique a publié une proclamation, la proclamation de 1763, qui interdit aux colons de s'installer à l'ouest des Appalaches. Donc on arrête, on va dire, ce sorte de front qui veut avancer et continuer le développement vers l'ouest des colonies, alors. Vers les terres indiennes, en fait. Et donc ça fait partie de tous les griefs que les colons ont. Et en fait, comme chaque colonie a son petit grief en apparence, elles ont du mal à s'unifier. Et en fait, Franklin, typiquement, lance un appel à dire non, là, il faut essayer de donner de la cohérence à notre colère, et il faut s'unifier pour faire face. Donc là, tu parles de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ça fait partie des pères fondateurs vraiment de cette nouvelle nation qui va émerger dans quelques années plus tard. Mais il y a un climat de contestation. Est-ce qu'il est porté par toute la population, ou est-ce qu'il est porté surtout par une certaine élite, finalement, qui se fait peut-être une idée d'une forme d'indépendance américaine déjà à ce moment-là? On est plus dans la contestation fiscale uniquement. Alors, c'est pas des gens qui demandent l'indépendance à ce moment-là. C'est des gens qui veulent être britanniques, mais qui veulent être vrais sujets britanniques. Et ils estiment que s'ils ne peuvent pas participer aux décisions, notamment qui concernent la taxation, ils ne sont pas considérés comme des vrais Britanniques, ils sont considérés comme des sujets de seconde zone. Et ça, c'est leur problème principal. Leur aspiration première, c'est d'être considérés comme des sujets britanniques à part entière, vraiment fondamentalement. Et effectivement, tout ce mouvement contre la taxation, on l'a beaucoup... on entend beaucoup parler parce qu'il y a ce slogan « No taxation without representation », donc c'est-à-dire on ne peut pas nous donner d'impôts si on n'est pas représenté au Parlement britannique. Et tant qu'on n'a pas de représentants au Parlement britannique,
on n'a pas le droit de nous taxer. Bon, ça, c'est un mouvement qui est très ancré aussi dans une compréhension de ce qu'est un bon gouvernement, qui est très influencé par aussi une pensée sur des droits fondamentaux des personnes. Donc là, on voit l'affiliation avec la pensée notamment de Locke. Donc là, effectivement, on pourrait voir une élite savante. Il y a une contestation populaire. C'est pour ça que je te parlais de ceux qui veulent aller s'installer à l'ouest des Appalaches. Alors, il y a des spéculateurs terriens, mais il y a aussi des petits fermiers qui se disent il y a des terres et on pourrait s'installer là et on pourrait avoir notre ferme. Pourquoi le gouvernement britannique nous en empêche? Il ne connaît pas notre vie sur place. Et donc, en fait, il y a à la fois cette contestation peut-être plus élitaire, mais il y a aussi une contestation populaire, rurale, urbaine. Et il y a vraiment une colère qui gronde au sein de la population dans différentes classes sociales, en fait. D'accord, ok, très bien. On a mis un visuel de Ken Burns, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un C'est ça documentaire qui a été fait cette année par Ken Burns. Alors Ken Burns, c'est un réalisateur de documentaires qui avait fait dans les années 90 un documentaire monumental sur la guerre de sécession qui a fait date. Sur le Vietnam aussi, il n'y a pas longtemps, qui est sorti. Ouais, il en fait régulièrement. Et là, il a fait environ 10 heures de documentaire sur l'indépendance des États-Unis. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Ouais, ça détaille pas mal. Hein. Globalement, c'est voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, souvent on manque de visuels pour montrer un peu de quelle société on parle, de quelle. Et là, en fait, c'est une petite aquarelle qui est mise dans le documentaire pour montrer ce qu'est une ville coloniale. Et je trouve que il est pas mal ce visuel parce qu'il permet de voir. En fait une ville où il y a du brassage de population, c'est-à-dire que on voit cette élite qui est sur cette voiture tirée par des chevaux, mais derrière on voit aussi des autochtones qui parcourent la ville, on voit aussi des personnes afrodescendantes, donc peut-être mises en esclavage, peut-être libres, mais enfin voilà, et on voit cette diversité de peuplement qui est vraiment inhérente à ce que sont ces sociétés coloniales, et ça fondamentalement il faut l'avoir en tête parce que souvent on a une vision déformée de la Révolution américaine qui est informé par les pères fondateurs. Hein, on parlait de Franklin. Souvent, les visuels canoniques, c'est vraiment les pères fondateurs. Et évidemment, père, tout est aussi dans l'idée très patriarcale, hein, par ailleurs. Mais ce serait passer à côté de ce qu'est la réalité de cette société coloniale, qui est de ces sociétés coloniales, déjà qu'elles sont au pluriel, et qu'il y a vraiment différentes populations qui ont des ambitions différentes et qui ont des problématiques différentes, en fait. D'accord, très bien. Et donc ces populations-là, on l'expliquait, 80% de colons à ce moment-là. Moi, il y a aussi, c'est vrai que les États-Unis, il y a un peu cette image aussi de population immigrée, un peu ce projet américain. Qui sont les gens qui... Est-ce qu'il y a déjà des vagues d'immigration encore à ce moment-là? Et qui sont ces gens qui arrivent en Amérique? Est-ce que c'est des gens qui n'avaient plus rien à perdre en Europe et qui se disent, vas-y, je vais tenter ma chance aux États-Unis? Oui, Enfin, alors futurs États-Unis. c'est vrai. Alors déjà 80% de la population coloniale, hein, j'insiste vraiment là-dessus parce que ça, quand on donne ces chiffres-là, c'est en ne prenant pas dans le chiffrage les populations autochtones qui sont à l'extérieur de ces colonies, en fait, fondamentalement, parce que dans ces territoires coloniaux, donc New York, New Jersey, Nouvelle-Angleterre, etc., les populations autochtones se sont globalement un peu translatées vers l'ouest, hein, progressivement, ou alors ont été un peu éliminées. Donc voilà, quand on parle de la population coloniale, c'est vraiment la population blanche et noire, hein, globalement. Et donc, quand on parle des colons blancs, on va parler de beaucoup de gens qui sont en recherche d'opportunités. Alors les opportunités, elles sont diversifiées. Il y a des opportunités de se sortir de la misère. Il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils recherchent. Hein. C'est fondamentalement dans la région d'Europe où ils vivaient, ils étaient misérables et donc ils se disent il y a peut-être des opportunités économiques. Faut avoir envie enfin de traverser l'Atlantique à ce moment-là. C'est 8 semaines de voyage. Oui, quand même. Pas exactement tout confort. Et donc la promesse d'avoir une vie peut-être encore plus rude de l'autre côté de l'Atlantique et de couper complètement les ponts avec la société européenne. Donc, il va vraiment avoir plus grand-chose à perdre. Pas complètement, il reste toujours des liens, mais c'est quand même vraiment très distendu. Donc ça, c'est la première chose. Il y en a aussi qui sont aussi en recherche de fuir des persécutions, évidemment. Hein. On peut penser justement aux pèlerins de Nouvelle-Angleterre. En fait, c'est des puritains. C'est une minorité religieuse dissidente des anglicans
en Angleterre, donc qui ont déjà fui l'Angleterre, qui se sont réfugiés à Amsterdam. Amsterdam qui récupère à peu près toutes les minorités d'environ toute l'Europe et qui à un moment les dispatche aussi un petit peu ailleurs dans le monde. Donc voilà, ces puritains-là, c'est une minorité religieuse. En Nouvelle-Néerlande, qui est juste au sud, donc qui devient New York ensuite, on va avoir aussi des minorités religieuses, notamment des Huguenots, des Wallons. Enfin voilà, c'est beaucoup. Il y a des minorités religieuses, des Quakers aussi, ce qui fait qu'il y a une grande diversité là aussi religieuse. Il y en a qui fuient la misère, il y en a qui fuient les persécutions diverses et variées, qui fuient la guerre. Donc c'est On est beaucoup sur ça. un joli patchwork à ce moment-là dans les colonies. D'accord. Exactement. Très bien. On a un petit peu planté le décor. Voilà, comme je le disais, on a un peu plus de contexte. Qui sont là, qui sont les gens qui arrivent, quelles sont certaines de leurs ambitions. Il y a Max qui pose une question dans le chat, ça nous permet peut-être de passer sur les grandes étapes de cette révolution. Max qui est dans la salle et qui nous a posé une question via le QR code qui nous demande quelle province a été la première à se rebeller. Alors, il y a plusieurs formes de contestation, mais en gros, en général, on considère que l'épicentre de la crise coloniale, c'est Boston. C'est Boston. Parce que Boston est une ville et il n'y a pas beaucoup de villes en Amérique du Nord, il y en a littéralement 4 qui font plus de 10 000 habitants. Et Boston, c'est quand on a une ville, on a une concentration de population, brassage de population peut-être plus diversifié, plus de misère, donc plus de gens mécontents. Donc ça peut jouer aussi, et donc et plus de circulation d'informations aussi. Et donc Boston, c'est un des épicentres de la contestation contre les lois de taxation. Notamment, il y a une loi qui est passée en 1765. C'est une loi qui taxe les produits imprimés, donc qui leur appose un timbre fiscal, donc ce qu'on appelle le Stamp Act. Donc ensuite, il y a la contestation contre le Stamp Act, qui est ensuite retiré par la couronne, mais qui passe d'autres lois de taxation. Et les choses s'emballent. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que pendant la guerre de 7 ans, il y avait l'armée britannique qui était sur place. Et cette armée, elle n'a pas été rappelée. Et puis, même, il y a des garnisons qui sont rajoutées à Boston, notamment. Et donc, les Bostoniens estiment que c'est fondamentalement injuste, en fait, et que c'est une forme de coercition qui ne leur va pas du tout. Et donc là, le visuel qu'on voit, alors, c'est un visuel qui est un visuel totalement de propagande, hein, qui représente, en fait, ce qui se passe le 5 mars 1770, un moment qu'on a appelé le Boston Massacre, donc le massacre de Boston. Et quand on en entend les descriptions, en fait, c'est décrit comme en fait, l'armée est en garnison depuis plusieurs années maintenant, depuis 2 ou 3 ans. Et en fait, il y a une altercation en pleine rue et il y a une histoire de jet de boules de neige. Voilà. D'accord, ça peut partir de pas grand-chose, quoi, finalement. Ça donne cette impression-là. Alors, quand on parle de jet de boules de neige en mars à Boston, c'est des parpaings de glace en fait qu'ils leur envoient. Ah oui, d'accord, okay. Voilà, donc ça peut être boules de neige un peu plus costauds, quoi. C'est des boules de neige un petit peu costaudes. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas. Il y a une échauffourée entre la population et les soldats, et il y a quelqu'un qui entend le mot feu. Et on ne sait pas s'il y a eu un ordre qui dit faites feu ou surtout ne tirez pas. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'armée ouvre le feu et il y a 5 morts. D'accord. Et il y a 5 morts, il y a un procès, et donc on a les minutes de ce procès qui permettent de voir que tout le monde a une version différente de ce qui s'est passé. Et ce dessin-là, il est intéressant parce qu'il a été fait par un illustrateur et un homme de presse bostonien qui s'appelle Paul Revere, et qui représente le massacre de Boston comme étant vraiment l'armée a mis en joue la population et lui a tiré dessus de manière complètement froide, complètement cruelle. Ce moment est horrible, c'est de la propagande. L'investigation de ce qui se passe, c'est évidemment, il y a eu des morts, mais c'est des gens qui se connaissaient. En fait, l'armée, elle est là depuis 2-3 ans, ils se sont mariés entre eux, ils sont amis, ils se connaissent. C'est vraiment c'est une communauté qui implose, en fait. C'est une guerre civile, en fait, qui est déjà en train de se jouer là, quoi. Une guerre civile entre du coup des Britanniques, parce que tout le monde est sujet de la couronne britannique à ce moment-là, des gens qui se disent plutôt à ce moment-là issus de ces colonies. Mais du coup, il y a une question de Perceval qui est dans la salle et qui pose une question. Du coup, de l'autre côté, qui sont les représentants de la force britannique, enfin de la couronne en tout cas, qui sont là pour maintenir l'ordre? Est-ce que c'est des forces locales ou est-ce qu'elles sont directement liées à la couronne? C'est cette armée britannique, donc ce qu'on appelle les Redcoats, hein, donc l'armée britannique. Il y en a qui viennent d'Angleterre,
fondamentalement, qui vient d'Angleterre. Mais encore une fois, comme je le disais, certains sont là depuis vraiment plusieurs années et ont déjà tissé des liens au niveau local. Donc voilà, il y a ça. Et puis sinon, il y a les gouverneurs et les représentants, chargés de lever les taxes, etc. Enfin, tous les représentants de l'administration britannique. Ils incarnent le pouvoir britannique à leur manière. Et des fois, c'est des gens qui sont eux aussi des colons. Donc il y a un peu de tout cela, mais il y a aussi des gens qui restent vraiment très loyaux à la couronne britannique. Et encore une fois, même en 1770, la plupart même de ces émeutiers veulent pas faire sécession par rapport à l'Empire britannique. Ils veulent juste être traités bien par l'Empire britannique. C'est un petit peu ça leur récrimination à ce moment-là. Donc là, on est en 1770 sur le visuel que vous venez de voir. Et 3 ans plus tard, en 1773, toujours à Boston, là, c'est vraiment l'étincelle. Alors là, il se passe quelque chose qui est... C'est vraiment, on est dans cette logique de taxation de la couronne britannique qui continue de taxer toujours certaines marchandises. Et puis, il y en a où ça pique plus que d'autres. Et là, il y a une marchandise qui est taxée. Ça ne va pas du tout, c'est le thé. Aïe, 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 aïe. Et en vrai, les Américains, ils adorent boire du thé. Mais vraiment, ils adorent ça. Bien sûr. Et moins maintenant, d'ailleurs. Mais à l'époque, ils adorent boire du thé. Et taxer le thé, c'est un problème parce que c'est vraiment considéré comme une denrée de première nécessité. Le thé, il arrive par des cargos. Eh ben oui, non, mais ça va, c'est du thé, on va s'en sortir. Ouais, alors faut pas que tu viennes me voir faire cours. Il y a Delphine dans mon oreille là-bas qui me dit si, ça reste la première nécessité. Ah bah oui, non, mais on est d'accord. Pour qui c'est un produit de première nécessité dans l'audience, s'il vous plaît ? Je suis là. On lève la main. Eh ben voilà, merci. Bon, on va s'en sortir, ça va, c'est OK. Et en fait, c'est un vrai sujet. Parce que la taxation sur le thé, c'est parce que le thé arrive par les cargos de l'East India Company. On parlait des compagnies marchandes. Donc, l'East India Company qui a un exclusif là-dessus. Donc, augmenter les taxes, ça coûte cher. Après, ça n'empêche pas les Américains ont d'autres canaux pour s'approvisionner en thé. Ils font de la contrebande. Ils font de la contrebande avec les Antilles. Donc, ils arrivent à... Des go fast de thé, donc. Ils font du go fast de thé, mais complètement. Enfin, voilà, c'est un problème sérieux, le thé, tu vois. Et donc, c'est dire à quel point ils sont prêts à montrer leur mécontentement. C'est-à-dire qu'à Boston, en 1773, il y a donc des navires de l'EIC, l'East India Company, qui sont en train de mouiller dans le port de Boston avec des cargaisons de thé. Et les colons disent bah non, en fait, on ne va pas prendre ce thé. Et donc, ils s'organisent entre eux, avec notamment une organisation qui s'appelle les Sons of Liberty, les Fils de la Liberté, qui coordonnent un petit peu le mouvement et qui disent bon, on va aller se débarrasser de ce thé. Donc, qui grimpent à bord les bateaux. Alors, ils se déguisent pour l'occasion. Alors, ils font un peu de l'appropriation culturelle, par contre, parce qu'ils se déguisent en mohawk. Et donc, ouais. Ne faites pas ça. Hein. Non. Surtout si vous voulez du thé, ne faites pas ça. Voilà. Et donc, ils se déguisent en mohawk et ils vont vider les cargaisons de thé dans la mer. Et donc, c'est ce qui a été renommé donc, plusieurs décennies plus tard la Boston Tea Party. Mais donc, à ce moment-là, c'est une émeute qui est pas trop... pas si violente. Il y a eu des choses beaucoup plus violentes dans Boston auparavant. Enfin, voilà. On a parlé tout à l'heure du Boston Massacre, mais aussi pendant les émeutes du Stamp Act, ils ont pendu une effigie du gouverneur. Ils sont allés mettre le feu à la maison du gouverneur. Pendant les émeutes du Stamp Act aussi, si on veut parler de moments franchement un petit peu violents, il y a aussi beaucoup, enfin, en tout cas plusieurs pratiques documentées de ce qu'on a appelé le tar and feathering. Le tar and feathering, c'est le goudron et les plumes. Goudron et les plumes, bon, quand on a lu Lucky Luke, on a l'air de trouver ça un petit peu marrant. Sinon, il faut imaginer vraiment du goudron en fusion qui est mis sur le corps de quelqu'un. Ouais. D'un coup moins drôle. Et donc ça, c'est des moments de grande violence. Et donc là, ce qui est fondamental, et je pense que ce qui a été vachement effacé de la façon de faire l'histoire de la Révolution américaine, c'est qu'à force d'en faire un récit très patriotique, très édulcoré, on a effacé la violence du moment. Et voilà, ils sont déguisés en indiens, c'est rigolo. Non, c'était vraiment un moment d'une grande violence. Et notamment, la Boston Tea Party, ce qui est intéressant, c'est que justement, les Fils de la Liberté ont essayé de canaliser cette violence et de l'incarner différemment. Mais sinon, c'est un moment où vraiment, c'est pas juste l'élite qui est en colère, c'est le peuple. Et le peuple, quand il est en colère, il peut être vraiment très violent. Et à manifester sa colère. Et donc, ça va être l'étincelle et qui va vraiment mener au début de cette... de guerre, va y avoir une sorte de
d'emballement à partir de là? Alors il y a un emballement parce que après la Boston Tea Party, la couronne britannique met vraiment Boston sous tutelle. Voilà, c'est la ville de Boston est vraiment placée sous contrôle intégral de l'armée et en fait sont passées un certain nombre de lois qui vont priver qui vont empêcher la réunion notamment des assemblées locales de gouvernement. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des gouvernements locaux. Et ça, la couronne britannique revient sur ce droit-là. Et donc ça met le feu aux poudres parce que beaucoup de communautés qui voyaient un peu ce qui se passait à Boston de loin ou qui disaient bon, le Stamp Act en même temps, je me sers pas trop de cartes à jouer, je lis pas trop. Enfin bon, voilà. Là, d'un coup, ça arrive chez eux. Et ils se disent, mince, nous sommes concernés. Et puis surtout, il y a aussi un travail de diffusion des idées révolutionnaires, notamment avec des comités de correspondance qui vont diffuser un petit peu ces idées-là. Et en fait, il y a un petit peu un moment « Je suis Boston » qui se développe dans toutes les colonies. Et ça contribue un petit peu à faire circuler cette colère contre les décisions prises par la couronne britannique. Ces lois qui sont prises contre Boston, on les appelle les lois intolérables, notamment. D'accord, donc il va y avoir un emballement et voilà, l'étincelle de Boston Tea Party. Ceux qui ont joué à Assassin's Creed 3 s'en souviennent bien sûr dans la salle. On va en parler dans quelques instants. On va revenir sur vraiment les grandes étapes, vraiment des confrontations entre du coup ceux qui veulent, peut-être on va passer à l'étape de l'indépendance, au désir d'indépendance qui va naître. On va y revenir dans quelques instants, mais j'avais quand même envie de profiter de cet instant parce qu'il nous a semblé important de rendre hommage aujourd'hui effectivement à la Révolution américaine, mais aussi à ce beau pays qu'est l'Amérique. Et pour cela, mesdames et messieurs, je vous ai sélectionné de vraies lois improbables aux États-Unis, bien sûr. Et à vous de me dire à main levée dans le chat. Je vous appelle le chat, c'est fou. Alors vous êtes littéralement un public réel. Ça c'est dingue. À main levée, messieurs, je vous ai sélectionné. Je vous jure, c'est des vraies lois américaines et des fausses. Il faut que vous sachiez à main levée. On va voir un petit peu dans l'assistance si vous êtes plutôt fort pour avoir l'imagination. Il y a certaines lois qui sont vraies, je vous assure que c'est absolument dingue. Savoir si c'est des vraies lois en vigueur aujourd'hui dans certains États américains. Parce qu'on va dire que la mise à jour et la jurisprudence n'a pas forcément évolué. Première loi, messieurs, dames, à main levée. Est-ce que selon vous, est-ce vrai que les auberges n'ont pas le droit d'accueillir des chevaux à moins que ces derniers portent un pantalon? Est-ce que c'est une vraie loi pour vous? Vous pouvez lever la main. On n'est pas sûr. Le pantalon, c'est un peu bizarre. Je suis un peu d'accord. C'est absolument vrai, c'est en Caroline du Sud. Voilà, donc si vous avez un canasson, voilà, faites attention, évidemment. Un magicien exerçant dans un rayon de 500 mètres d'une bibliothèque est tenu de prouver que son lapin est bien réel avant chaque spectacle. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce qu'il faut prouver que son... Les gens se disent non mais maintenant il y a le pantalon, tout est possible. Là c'est faux, là voilà. On aurait aimé, non, mais... sinon tu renonces complètement à la foi, c'est horrible. Bah oui, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Donc d'accord. gardons les lapins, les lapins, on les laisse tranquilles. Alors, une autre loi, il est illégal pour une femme célibataire de sauter en parachute le dimanche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, public de misogyne, bien sûr. Ils sont sexistes, c'est absolument vrai, c'est en Floride. Et on embrasse, bien sûr. Autre loi, il est illégal de mettre des chaussures lors d'une sieste. Est-ce que c'est vrai, selon vous, ou est-ce que c'est faux? C'est absolument vrai, c'est dans le Dakota du Nord. C'est insupportable ce jeu, c'est fou. Autre loi, il est formellement interdit de mettre du miel sur une voie ferrée au risque d'encourir une peine de mort. Est-ce que c'est vrai, selon vous, est-ce que c'est faux? Alors sachez que c'est faux. Mais la vraie loi, il est formellement interdit de mettre du sel sur une voie ferrée au risque d'encourir une peine de mort. Voilà, ce n'était pas du miel, mais du sel. Voilà, vous n'étiez pas loin. Une autre loi, et c'est dans l'Alabama, effectivement. Merci de le préciser. Voilà, le sel en Alabama, c'est non. Une femme peut recevoir une amende posthume si elle a été électrocutée dans sa baignoire en utilisant des instruments de mise en beauté. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une vraie loi selon vous? Vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est une vraie loi. Les gens, ils n'ont jamais levé la main, je trouve ça très drôle. Hein? Tant que c'est les femmes, c'est toujours possible. Eh ben c'est vrai, parce que c'est la Floride, effectivement, encore eux. Voilà, donc voilà, c'est la Floride, c'est absolument fou. Et je vous en fais deux dernières pour la route, c'est absolument tordant. Un couple dormant dans un hôtel est contraint d'utiliser des lits séparés d'espace de 60 cm au minimum.
C'est en Caroline du Nord. Voilà. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Ah oui, totalement possible. Et c'est tout à fait vrai. C'est une vraie Sinon, loi. si ça avait été faux, ça aurait été pas en Caroline du Nord, mais en Arkansas. Mais bon, c'est sûr que Oui. ça peut exister quelque part. Quoi. Exactement. Ouais. Un jour, je vous expliquerai ce qu'est le soaking un jour. Mais bon, bref, vous n'êtes pas prêts à cette explication. Après le live, je vous expliquerai en off. Et la dernière, il est interdit de se soulager d'un gaz dans un lieu public après 6 heures du soir. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Les gens ils disent pourquoi pas, ils sont capables de tout. Et c'est une vraie loi. Et c'est en Floride, encore une fois. Bien sûr, on l'embrasse, évidemment, la Floride. Voilà, c'était les petites lois. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, ça nous permet de faire un petit interlude. Ouais. Je vous ai senti tout timidou en mode non, mais c'est pas possible, je vais pas lever la main pour ça. Et pourtant, c'était vrai. Donc, pour reprendre le cours de notre histoire, laissons les lois improbables de côté. On avait passé la Boston Tea Party, on était sur cette étincelle. Les membres, les habitants des provinces espéraient devenir de citoyens de première zone, de première catégorie dans le Royaume britannique. Mais là, ça change de nature, le conflit change de nature à ce moment-là, une fois la mise sous cloche de Boston effectuée. Effectivement, et en tout cas, il commence à se dire, il faut se coordonner. Voilà, ce fameux join or die, il faut peut-être essayer d'avoir une réponse coordonnée. La suite des événements, c'est quand même la convocation d'un premier congrès continental qui se réunit. On va se réunir à Philadelphie. Il n'y a que 12 des 13 colonies qui se réunissent, parce que la Géorgie n'a pas le temps de s'en occuper. Faites vos trucs, hein, nous. Voilà. N'inquiétez pas, faites vos lois bizarres. On a des choses à faire. Mais pour l'instant, à ce stade-là, ils ne savent pas encore. Ils veulent faire savoir qu'ils ne sont pas contents. Mais en tout cas, ils ne sont pas forcément encore dans une logique de sécession. Toujours. Enfin, ça prend son temps, la décision de vraiment faire sécession avec... ça met du temps, quoi. Il y a vraiment plusieurs étapes avant de se dire, bon, peut-être qu'on serait mieux tout seul, quoi. Oui, ça prend du temps parce qu'il y en a un certain nombre qui sont quand même attachés à être des sujets britanniques. Et donc déjà parce qu'ils ont des intérêts marchands aussi avec la Grande-Bretagne. Hein. Donc fondamentalement, notamment la plupart des colonies du Sud où New York a quand même des gros intérêts marchands avec la Grande-Bretagne et ne tient pas forcément à couper les ponts en fait. Hein. Donc tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Tout le monde est globalement d'accord pour être pas du tout content de ce que fait de la politique menée par la couronne dans les 13 colonies, mais tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la réponse à apporter. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. L'étape suivante, c'est quand même aussi que petit à petit, cette organisation va conduire aussi à concevoir qu'il y aura un affrontement armé. Un affrontement armé, donc on commence un peu à poser la question de est-ce que nos milices qui ont dû être, qui étaient supposément dissoutes par la couronne, est-ce qu'on les maintient? Si on les maintient, est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette milice qui est prête à réagir à la minute? Et où est-ce qu'on stocke les armes, etc., etc. Donc il y a aussi ça, c'est que en fait tout le monde est un petit peu à couteau tiré à ce moment-là. C'est intéressant. Et donc à ce moment-là, quand est-ce que des événements un peu localisés peut-être, de premiers échauffourées avec les fameux redcoats, comme tu disais, qui vont commencer? Alors, le premier gros moment, c'est en avril 1775, le 19 avril 1775, c'est-à-dire que les Minutemen, donc c'est-à-dire ceux qui sont prêts à réagir en cas d'attaque à la minute, se réunissent notamment dans la ville de Concorde, dans le Massachusetts, et donc ont un stock de poudre et d'armes. Et l'armée britannique s'apprête à aller saisir ce stock de munitions. Et là, c'est la première vraie échauffourée, c'est-à-dire que les comités de correspondance ont vent à Boston du fait que l'armée britannique compte marcher sur Concorde et sur Lexington, et donc décide de prendre les devants et d'aller prévenir les Minutemen en chevauchant très très vite. Donc ça, c'est un des moments qui est considéré comme une vraie image d'Épinal de la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a notamment cet imprimeur bostonien dont je parlais tout à l'heure, Paul Revere, qui chevauche toute la nuit pour aller prévenir les Minutemen, ce qui fait qu'ils sont prêts au moment où l'armée britannique arrive.
Et ils sont prêts à les affronter. Et donc le matin du 19 avril 1775, c'est le premier affrontement, alors qui ne se termine pas très bien, mais c'est ce que certains considèrent comme être le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, en fait. Et c'est vraiment le début de ces échauffourées. Et donc, il y a notamment des personnalités qui vont tout de suite commencer à s'illustrer. Je pense à George Washington, notamment, qui est, on va dire, dans ses premiers affrontements. Alors, George Washington, en fait, c'est-à-dire qu'après ce début des affrontements, dans la foulée, en fait, un deuxième congrès le congrès continental plutôt se réunit et désigne George Washington comme étant le chef des forces armées de ce qui va devenir en fait l'armée des États-Unis, mais qui à ce stade-là, c'est pas grand-chose. Alors George Washington, c'est quelqu'un qui était déjà identifié, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vétéran de guerre, c'est un vétéran de la guerre de 7 ans, il s'était illustré pendant la guerre de 7 ans, donc il était très jeune pendant la guerre de 7 ans, mais il s'était quand même illustré, et donc c'est considéré comme quelqu'un qui est fiable, et donc il est nommé général des forces d'insurrection. Ça, on est le 14 juin, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi considéré comme... je ne me rappelle plus quel est le nom exact qu'on donne à cette fête aux États-Unis, qui est aussi l'anniversaire du président des États-Unis actuel. Donc, ce qui pose un problème à peu près de conflit d'intérêts au moment où il y a des célébrations de ce type. L'année dernière, il avait organisé un défilé militaire. Mémoire sélective. Voilà, c'est ça. Et donc, quoi qu'il en soit, George Washington devient effectivement le chef de cette armée, qui est une armée de briques et de broc, dans un premier temps. Voilà, c'est pas tout à fait... C'est les miliciens, quoi. C'est les miliciens, donc c'est pas une armée de métier, c'est des citoyens locaux. Il y en a qui sont plus prêts à se battre que d'autres. Il y en a qui sont prêts à payer d'autres pour se battre à leur place. Donc, sans surprise, c'est beaucoup des pauvres qui se battent. Voilà, parce que voilà. Mais donc voilà, c'est l'organisation de cette première force qui tente de résister contre le géant qui est l'armée britannique à ce moment-là, quand même, qui est quand même l'armée la plus puissante du monde. Donc, on est vraiment dans une lutte David contre Goliath à ce moment-là, telle qu'elle se profile, quoi. Et du coup, on est vraiment dans une sorte de guérilla, ou c'est des affrontements aussi, on va dire, des batailles rangées entre les deux? Parce que c'est vrai que si on parle d'une armée puissante face à des miliciens, c'est quand même assez déséquilibré sur le papier. Voilà, les tentatives de bataille rangée sont pas trop une réussite, parce que dans un premier temps, en réalité, les insurgents sont en contrôle de tous les principaux points stratégiques et les perdent petit à petit face à l'armée britannique. Et notamment, la grosse défaite de Washington, c'est New York. En fait, il perd New York très rapidement et il se fait balayer de New York, du New Jersey, et il doit se replier à Philadelphie. Et donc, la guerre s'annonce très, très, très mal pour Washington, et il y a un vrai besoin de renfort qui est exprimé très rapidement. Et donc, le tableau qu'on montrait tout à l'heure, le visuel précédent, qui était Washington Crossing the Delaware, donc qui fait partie des grosses images d'Épinal, là aussi, de la guerre d'indépendance. C'est le moment où, justement, il tente un coup plus en détourné, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il tente de prendre par surprise une partie de l'armée américaine, notamment à Trenton, dans le New Jersey, en traversant la rivière Delaware dans la nuit sur 3 points stratégiques. Donc la nuit de Noël. D'accord. Donc voilà, et il traverse le Delaware, et les 3 points stratégiques, il y en a 2, ils sont bloqués par la glace, mais lui pas. Voilà, ça fait un beau tableau à la fin. Et donc ça lui permet d'avoir une première victoire symbolique. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, en fait, l'armée de Washington est quand même vraiment en énorme difficulté face à l'armée britannique, et sur le point d'être un petit peu balayée. C'est quand même ça qui ressort principalement. Et la difficulté aussi à mobiliser quand même des soldats, parce que c'est pas une armée de métier. Il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ont encore beaucoup à perdre, et en même temps, il y a aussi la guerre qui s'invite dans les lieux d'habitation de ces gens-là, quoi. Complètement. Et justement, ça s'invite dans la population. Est-ce qu'on sait à peu près, parce que tu le dis, il y en a qui veulent qui veulent aller au conflit armé, peut-être aller à l'indépendance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt des loyalistes à la couronne, et est-ce qu'il y a des gens qui ne se prononcent pas? Comment est-ce que ça s'articule, on va dire, dans la population? Alors, ça s'articule de manière assez... En fait, il y en a 40% qui sont pour l'insurrection.
Allez, Vraiment. on va refaire comme tout à l'heure. Ça, moi, j'aimais bien. Les gens qui se lèvent là pour qu'on se rende compte. Donc 40%. Ouais, on est à peu près là, quoi. Ouais, à peu près. Alors, on se lève, les gens qui sont pour l'insurrection. Donc ça, c'est les insurgents. Ok, donc là, on a tous les insurgents. Donc ça, c'est les gens qui veulent l'indépendance, on est d'accord. Ouais. Wow, quand même, vous êtes 40, c'est fort. Bravo. Bon, Pas mal. mais c'est des miliciens, la plupart, qui sont sur le combat. C'est des miliciens, c'est des camp followers, Mais c'est des super miliciens, hein, pour le coup. Bravo. Franchement. C'est des super miliciens. Ok, très Voilà. bien. Vous pouvez vous rasseoir. Et donc le reste, après, on a... Alors, eux, là, ils savent pas trop. Ils se prononcent pas, justement. Ok. 40%. Les autres, du coup, qui ne sont pas levés, 40%, un peu... 40%. Ah non. Ah non, vous, non. Attendez. Parce qu'il reste 20%. 40 et 40, ça fait pas 100. Ouais. Et ils font de l'histoire, ils sont pas en mathématiques. Donc vous êtes... en fait, vous habitez dans les colonies, donc de fait, la guerre s'invite chez vous, mais vous aviez rien demandé, en fait. Vous vouliez juste labourer votre champ et vous n'êtes pas sûr d'avoir des idées aussi radicales. Voilà. Ouais, on n'est pas sûr, quoi. Pas sûr. Ouais, coup-ci, Et puis ça, surtout, en fait, voilà, les armées, elles sont violentes, quel que soit leur camp, quoi. Donc, quand on doit avoir des armées en garnison, c'est quand même pas une partie de campagne non plus. Donc voilà, c'est... D'accord, donc on va dire 40%. Vous pouvez vous rasseoir. Donc les indécis sont quand même 40%. Et ils sont là. Les 20 derniers pourcents. Vous pouvez vous lever, bien sûr. Cette fois, c'est bon. Et eux, du coup, c'est les loyalistes. C'est des loyalistes. Bouh. On peut les huer, hein, bien sûr, vous avez le droit. Hein. Ouais. Oh, Je sens vous pouvez qu'ils les huer, hein. Ouh. Ils ont pris une place gratuite, ils se font insulter, c'est super. C'est un grand moment. Donc, eux, ils sont loyalistes. Donc c'est les méchants de l'histoire. Oh waouh, j'adore. Soyons caricatural comme ça, Voilà. conférence d'histoire. Et on va sortir de la caricature, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être loyaliste. Par exemple, si je te dis que au début de la guerre, le gouverneur de Virginie, il est malin. Il a un move de guerre qui est hyper bon. On est en Virginie, la Virginie, c'est une colonie esclavagiste. Et il se dit, il y a un truc que je pourrais faire qui est malin, qui va être de dire, ceux qui sont en esclavage et qui rejoignent le camp britannique, vous serez libres. Ah oui, bien joué. Voilà. Du coup, il y en a 2-3 là qui se disent, on va jouer notre va-tout, on était esclaves. Voilà, c'est notre moyen d'être libre. Allez. Et c'est un très bon move parce que ça va déstabiliser énormément les positions des insurgents. Puis surtout, si c'est des esclaves qui sont en Virginie, qui font la guerre en Virginie, ils connaissent hyper bien le terrain. Donc ils sont dangereux, quoi. Ouais, complètement. Ils sont dangereux. Donc ils connaissent le terrain. Ouais. Et il y a des questions qui sont dans le chat par rapport à ça. Notamment, il y a Victor qui est dans la salle qui nous demande un peu quelle est la réaction des populations des Premières Nations, donc les autochtones, qu'on appelait avant Amérindiens, qu'on appelle aujourd'hui Premières Nations. Alors, eux, c'est-à-dire que fondamentalement, eux, ils estiment que c'est pas leur guerre et qu'ils n'ont pas de raison. C'est pas ma guerre. C'est vraiment littéralement ça. Okay. D'autant qu'il y en a qui sont pisteurs, donc tu peux vraiment les imaginer. Enfin bref. Mais ils estiment globalement que c'est pas leur guerre. Donc la position de départ. Mais en fait, la guerre s'invite chez eux quand même. En fait, la guerre s'invite chez eux malgré eux parce que déjà ils sont un des objets des griefs des insurgents. Vraiment dans la déclaration d'indépendance. Dans les griefs qui sont cités, parce qu'en fait la déclaration d'indépendance, on voit toujours la déclaration de droit qui est faite au tout début, le préambule qui a été écrit par Jefferson, mais surtout le gros de la déclaration d'indépendance, c'est une liste de griefs contre le roi George. Et dans la liste de griefs, il y a justement le truc de la proclamation de 1763 de on ne peut pas aller sur les terres indiennes. Et qui, en fait, cette proclamation était le fruit d'une négociation après des guerres contre des nations autochtones. Donc fondamentalement, une partie des insurgents veulent prendre le contrôle de ces terres-là et profitent de la guerre d'indépendance pour se dire, voilà, c'est notre moment, en fait. Donc certaines... C'est votre moment, hein. Voilà. Profitez-en. Certaines nations se retrouvent prises malgré elles dans le conflit. Et puis, il y en a certaines qui donc du coup font le choix, quand elles doivent faire un choix d'allégeance, la plupart de celles qui font un choix d'allégeance vont plutôt du côté de la couronne. Parce que la couronne leur a donné des garanties. Les insurgents, je vous regarde, mais bon, voilà, vous comprenez, pas trop en fait. Mais en fait, qu'est-ce qui va nous arriver s'ils sont vraiment indépendants ?
Ah oui, d'accord. Il y a quand même il y a une sorte de vide. On ne sait pas trop ce qui peut arriver. C'est-à-dire que voilà, il y a comme bien la conscience qu'il y a une poussée coloniale vers l'Ouest. C'est qu'en fait, fondamentalement, quand on parle de la guerre d'indépendance des États-Unis, de la Révolution américaine, vraiment l'imaginaire qui est chouette et qui reste martelé mais par beaucoup aux États-Unis, c'est que c'est une guerre décoloniale. Parce que c'est une guerre où on s'émancipe d'une puissance coloniale, où les colons se sont émancipés d'une puissance coloniale. Tout est dans la phrase que je viens de dire. Les colons s'émancipent d'une puissance coloniale, mais c'est des colons. Et fondamentalement, le fait que ce soit des colons, il y en a beaucoup qui en ont conscience, et dans ces nations autochtones, ils en ont conscience. Et donc là, voilà, le personnage qui est ici, c'est Tyendeniga, ou donc Chief Joseph Brunt, parce qu'il avait aussi un nom anglo. C'est un chef Haudenosaunee. Qui est donc la confédération Haudenosaunee, c'est une confédération de 6 nations qui sont entre le nord de l'État de New York et le Canada. Et ce qui est très intéressant pour la confédération Haudenosaunee, c'est que donc lui, il est vraiment allié avec les Britanniques. Sa sœur s'est mariée avec le superintendant des affaires indiennes de la région. Et donc, il est allié avec les Britanniques. Mais sur les 6 nations, il y en a 2 qui choisissent d'être côté patriote. Et il y en a 4 qui rejoignent les camps loyalistes. Donc, ça en fait véritablement, pour le coup, une guerre civile Haudenosaunee, ce moment-là. Une scission au sein même de certaines... Et vraiment, ils se font des raids village contre village. Et ça peut être assez violent, en fait. Et pour le coup, pour ces populations autochtones, c'est vraiment quelque chose... En général, on les considère vraiment comme les grands perdants de cette guerre, parce que justement, la plupart avaient conscience du risque de prédation sur leurs terres, et surtout, les affrontements entre les Blancs et les Autochtones, c'est des affrontements vraiment qui confinent à l'extermination par moment, en fait. Et il y a vraiment, par exemple, il y a une campagne qui est menée en 1779 par un des majors généraux de Washington, Sullivan. Sa campagne, c'est une campagne de la terre brûlée, justement dans les terres de Chief Joseph Brunt. C'est vraiment, il y a non seulement les femmes, les hommes et les femmes sont tués, les femmes sont violées, et les cultures sont complètement brûlées, rasées. Et c'est vraiment une volonté d'éradiquer complètement tout ce qui se trouvait là, en fait. Donc il y a vraiment cette scission parmi certaines Premières Nations. J'en profite un instant pour remercier Lydia pour le raid. Merci beaucoup, 786 personnes Lydia, qui arrivent sur le live. Voilà. C'est une amie à moi. C'est vrai. Et ben on la salue en tout cas. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. On est à Nantes en direct on est en direct évidemment pour parler de la Révolution américaine ici à Nantes. Et il y a des questions qui reviennent dans les gens qui sont dans la salle, et également par rapport au rôle des femmes. Virginie, tu as écrit notamment des livres sur l'histoire des femmes dans l'histoire des États-Unis, et notamment pendant cette révolution. Quel est leur rôle ? Alors, quel est leur rôle ? Elles en ont plein des rôles. Parce que, justement, c'est ce que je disais quand je parlais du fait que la guerre, elle s'invite chez les gens. C'est une guerre qui est sur leur sol, en fait, fondamentalement, à ces personnes qui habitent dans les 13 colonies. Et donc, forcément, elles sont impliquées dans le conflit à différents étages. Mais en fait, elles sont même impliquées dès la contestation coloniale des années 1760. Souvent, même, on dit que la contestation coloniale n'aurait pas pu exister sans l'implication des femmes. Alors, c'est pas juste pour refaire mon cours Femmes, Famille et Société, que beaucoup d'entre vous ont suivi dans cette salle. C'est vraiment que, fondamentalement, les femmes sont des maîtresses de maison, sont des productrices, sont des consommatrices. Le début de la contestation coloniale, il porte sur la consommation. Et il porte sur la production. Il porte sur la consommation des denrées importées d'Angleterre. Le meilleur moyen de contester l'importation des denrées d'Angleterre, c'est de les boycotter. Mais pour les boycotter, il faut avoir des substituts. Alors, pour avoir des substituts, alors je parlais de l'importation de thé de contrebande. Si on n'a pas de thé de contrebande, si vous avez des problèmes de stockage de fer, sinon, c'est un bon substitut au thé, c'est de passer par des infusions de menthe. Bon, voilà, ou de verveine. Ouais, je sais, c'est chiant. mais bon, on trouve des substituts. Ou alors, l'autre truc qui est un moment très important, on va pas importer du tissu venu d'Europe. Donc, on va faire nous-mêmes notre tissu. Et là, ça devient un acte militant de fou.
c'est-à-dire que les femmes se retrouvent à organiser des sessions de filage en public, notamment dans des églises, mais sur des places publiques, pour montrer si nous, on peut s'investir dans cette contestation, tout le monde peut le faire. Et maintenant, vous allez porter des vêtements qui ont été confectionnés dans ce qu'on appelle du tissage domestique. Et donc, en fait, voilà, les femmes sont au cœur de cette contestation-là. Et pendant la guerre, elles y participent. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis ce visuel-là, parce que, bon, ça, c'est une image d'Épinal du 19e siècle. Hein. Fondamentalement, il n'y a pas de chose qui s'est passée de cette manière-là explicite, mais c'est que les femmes sont présentes sur les lignes de front. Elles ne sont pas que à l'arrière. Elles sont évidemment à l'arrière quand leurs maris, leurs frères, leurs pères, etc. sont partis au combat. C'est elles qui suppléent leur absence. Mais elles les suivent aussi sur le front pour approvisionner l'armée, pour faire tout le travail de care, mais aussi pour certaines, prendre les armes. Pas beaucoup, mais il y en a qui prennent les armes. Alors, elles ne sont pas très honorées quand elles le font, hein, mais parfois, elles arrivent à s'illustrer aussi dans cette participation. On leur a souvent donné un sobriquet qui est un petit peu péjoratif. On les appelle les camp followers, donc les suiveuses de camp, ce qui est un peu nul comme terme, parce que suiveuses de camp, il y a un petit peu un côté... bon, elles ne savaient pas trop quoi faire. Donc, elles sont là, quoi. Elles sont là. Ou alors, vaguement, on sous-entend un peu de la prostitution. Mais en fait, fondamentalement, si on parle même aujourd'hui à n'importe quel militaire, pourtant, c'est quand même pas le milieu le plus gauchiste de la Terre, il vous dira qu'une armée ne peut pas tenir sans son intendance, et que l'intendance d'une armée, ça fait pleinement partie de l'armée, et les femmes font ça, en fait. Ouais, c'est vrai que souvent, quand on parle d'une armée dans l'histoire, on a souvent tendance à le réduire aux simples soldats, mais c'est vrai que souvent, il faut imaginer toute une administration autour, en fait, qui suit l'armée pour nourrir, laver, enfin voilà. Les cantinières, les lingères, les machins, et tout ça c'est présent. Et puis même les femmes d'officiers sont présentes. Hein. Martha Washington accompagne son mari sur le front de temps en temps. Bon, elle retourne de temps en temps aussi dans sa plantation, mais bon, enfin voilà, elle joue ce rôle aussi assez déterminant pendant la guerre sur le front. À l'arrière, encore une fois, elle continue de faire tourner l'économie. Elle lève des fonds pour financer les uniformes de l'armée. Elles font de l'espionnage. Elles s'engagent politiquement, fondamentalement, et ça, c'est vraiment central. Justement, c'est central, et ce conflit, donc, il évolue dans cette année 1775. On le disait, cette armée, on va dire américaine, on va l'appeler comme ça pour que les gens est un peu en difficulté. C'est quoi le point de bascule qui va évidemment mener en 1776 au 4 juillet, évidemment, cette déclaration d'indépendance? Le point de bascule, c'est de toute façon, c'est la guerre. Déjà, fondamentalement, la guerre et les difficultés que rencontre l'armée de Washington. Hein, et fondamentalement, il y a besoin de soutien. Il y a besoin de soutien étranger. Et il y a besoin de montrer une certaine crédibilité aussi à l'international, et de montrer que des soutiens peuvent être obtenus en étant une nation. Donc ça joue beaucoup dans la décision de bascule vers l'indépendance. Et puis surtout aussi, de toute façon, le fait est que autant le massacre de Boston, c'était déjà pas terrible, mais on arrivait à entendre qu'il y avait peut-être un truc un petit peu plus compliqué. De toute façon, à partir de Concorde et de Lexington, on voit vraiment fondamentalement l'armée britannique qui ouvre le feu sur ses propres sujets. Ça veut dire que c'est plus ses sujets, en fait. Et donc là, la bascule, elle commence à se faire à ce moment-là, et elle se fait petit à petit. Et vraiment, c'est à partir du mois de mai 76 qu'on commence à définir les contours de il faudrait faire un texte qui affirme l'indépendance des États-Unis. Et c'est motivé aussi par de la pensée politique. Il y a aussi Thomas Paine, qui est un Anglais, qui a migré en Amérique du Nord pendant la période, qui a publié un pamphlet qui s'appelle Le sens commun, et qui va mettre en avant le besoin de rompre tous les liens. Il n'y a plus de raison de garder des liens avec le roi d'Angleterre. De toute façon, il n'y a plus besoin de garder des liens avec un roi tout court. Je pense que globalement, il est assez radical, mais c'est lui qui met en avant le besoin de rupture. Et donc, qui va mener cette rupture, on le voit avec cette déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776, avec cette image qui est sûrement l'image la plus connue, je pense, l'image d'Épinal. Ah oui, c'est ce tableau tout à fait ronflant qui a été peint à l'occasion des 50 ans de l'indépendance, hein, en 1826. Qui coïncide aussi avec un autre moment rigolo, le 4 juillet 1826. C'est un moment où il y a deux personnes qui meurent le même jour. Thomas Jefferson et John Adams, donc le deuxième et le troisième président des États-Unis. Ah oui, d'accord, dis donc. Ouais, voilà. Allez, en même temps, deux pour le prix d'un. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'étaient même pas du même camp, en plus.
mais très amis. Et donc, justement, John Adams et Jefferson, qui sont deux des auteurs de la Déclaration d'indépendance, qui draftent ce texte. Alors, le principal auteur, c'est évidemment Jefferson, qui écrit notamment cette Déclaration des droits. Donc on a souvent mis en avant le côté un petit peu hypocrite de cette Déclaration des droits. Life, liberty and the pursuit of happiness, de la part de quelqu'un qui est à la tête d'une plantation à Monticello avec beaucoup d'esclaves. Et en fait, c'est pas si hypocrite. Il y croit fondamentalement, mais chaque chose en son temps. D'accord. On peut juger de ça. Ça, je n'ai pas dit le contraire. Mais voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des négociations, il y a des négociations, des amendements qui sont apportés au texte, mais finalement, c'est globalement lui qui reste l'auteur principal. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce texte, c'est vraiment une liste de griefs qui vont justifier l'émancipation contre un gouvernement qui est jugé tyrannique. Voilà. C'est vraiment ça la logique qui est appliquée à ce moment-là. Très bien. Le conflit continue, Ouais. continue d'évoluer avec notamment en 1779, disait d'aller chercher des alliés à l'étranger. Les États-Unis vont trouver des alliés puisque la France, messieurs dames, rentre dans le conflit. Bien sûr, la France rentre dans la place. Comment ça se fait? Comment se fait cette connexion Alors, elle se fait en fait, en réalité, très rapidement. Donc, il y a la recherche de soutien. Et donc, on envoie aussi des représentants en France pour leur demander allez, aidez-nous, s'il vous plaît. Je vous jure, on vous aidera après, nous, mais là, il faut bien nous aider. Voilà. Il y a notamment un homme qui s'appelle Silas Dean qui va en France, qui rencontre le fringant jeune homme que vous voyez ici. Fringant jeune homme, il a 19 ans au moment où il... Ah oui. Ouais. Oui, alors, il n'a pas une tête de 19 ans, Donc, j'avoue. à 19 ans, il a traversé l'Atlantique pour aller se battre face aux Anglais. Ouais. Qu'est-ce que je faisais à 19 ans déjà? Attendez. Oui, voilà, c'est ça. Je vous invite tous à réfléchir à ce que vous faisiez à 19 ans. Mais fondamentalement, il faut avoir ça en tête. Lafayette, c'est un jeune noble dont le père a été tué pendant la guerre de 7 ans par les Anglais. Donc il a peut-être un petit peu son petit moment de revanche à prendre, mais surtout, fondamentalement, il est convaincu par les idéaux de la guerre de l'indépendance des États-Unis, et il est convaincu par Silas Dean. Mais à ce moment-là, la France ne souhaite pas s'engager. Lui, il y va. On va dire, un peu clandestinement. La France ne souhaite pas s'engager officiellement, mais il y a déjà des soutiens clandestins. Et pourquoi elle ne veut pas s'engager, la France? C'est parce que c'est encore un moment un petit peu compliqué, même diplomatiquement vis-à-vis de l'Angleterre, etc. En fait, on est et surtout la couronne française ne croit pas encore tout à fait à la viabilité du projet états-unien. Donc à ce moment-là, et donc reste très mesuré. Ça n'empêche pas qu'il y a des soutiens qui sont affichés par certains. Donc Lafayette notamment. Ils ne sont pas affichés, justement, ils se font un peu clandestinement. Il y a de l'envoi de fonds et de l'envoi d'armes, notamment un trafiquant d'armes pour le compte des nouveaux États-Unis, c'est Beaumarchais. D'accord. Ouais, voilà, qui va notamment en Angleterre pour aussi lever des fonds et des choses comme ça. Et Lafayette, lui, va en Amérique. Et donc devient très ami, très proche de Washington, qui le voit vraiment comme un fils spirituel. Et il s'engage vraiment dans l'armée des États-Unis. Il est blessé au combat d'ailleurs. Et donc ensuite il revient en France, où il se fait taper sur les doigts d'être parti clandestinement. Et ensuite le soutien français devient officiel. Et là la France envoie véritablement des bataillons et une marine. C'est une bascule à ce moment-là, ça fait... Vraiment, il y a un grand changement ou c'est juste pour le panache qu'on y va? Du point de vue militaire, ça fait une bascule. Du point de vue militaire, alors au début, le soutien français se passe pas bien. Ils essayent, la marine essaye d'aider dans le Rhode Island. C'est un four total. Mais la vraie bascule sur la guerre en elle-même, c'est 81. C'est la bataille de Yorktown. Et la bataille de Yorktown, elle est gagnée sur la mer, sur la terre, grâce au soutien des bataillons français. Sur la mer, l'amiral de Grasse, sur la terre aussi avec Rochambeau. Et donc ce soutien-là va être vraiment décisif, parce que la bataille de Yorktown,
C'est une victoire spectaculaire, évidemment, pour l'armée des États-Unis. Et c'est la reddition de l'armée britannique à ce moment-là. Donc, et vraiment avec le soutien français. Donc, vraiment, Lafayette est considéré comme le héros des deux mondes. C'est comme ça qu'il a été surnommé ou qu'il s'est auto-surnommé. C'est bien possible que ce soit la deuxième option. Mais C'est fou de te dire ça. Ouais. On m'appelle comme ça. De toute façon, personne n'est là pour vérifier. voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, voilà, le soutien français a été décisif. A été décisif et va découler évidemment à l'armistice qui arrivera le 4 février 1783. On va y revenir, mais je pense que c'est le moment de faire un petit prélude aussi entre-temps. On va en profiter, prendre notre respiration et surtout poser les vrais termes. Parce que c'est important. Parce qu'en fait, il est difficile de se projeter, évidemment, pour tout un tas de personnes qui sont là, sur évidemment tous les protagonistes de cette guerre. On n'a pas pu tous les nommer, mais on va en profiter maintenant. Il nous semble donc important de faire la comparaison entre ces personnages d'époque et ceux que nous connaissons pour la plupart très bien, les Avengers. Les Avengers, donc, l'idée c'est de constituer une team d'Avengers. Qui sont les personnages historiques qui collent le mieux au caractère de ces Avengers, bien sûr. En plus, les Américains, ils vont comprendre ça. Donc, le premier, qui est Captain America, soit le gendre idéal ou qui a un petit peu le sens du devoir presque sacrificiel, quoi. Bah, c'est Washington. Ah ok, d'accord. Ah moi j'aurais dit Washington. Presque un peu chiant, quoi, Captain America. Quand bah même. Ouais, Washington. Un peu chiant. Oui, Okay. D'accord, on est là-dedans. Pardon. Black Widow. La meuf un peu badass mais tokenisée quand même. Bah justement, la Molly Pitcher, celle qui va charger son canon, il y en a qu'une ou deux comme ça. Mais sinon, la meuf tokenisée, c'est Abigail Adams dans l'histoire des États-Unis. D'accord, ouais. Très bien. Ensuite, on a Hulk aussi. Qui est Hulk, c'est-à-dire le mec qui gère mal ses émotions, un peu en tempête émotionnelle en permanence, quoi. Tiens, bonne question, qui pourrait être la tempête émotionnelle en permanence. Bah, John Adams a très mauvais caractère, mais il a pas le physique qui va avec. Ou alors... Oh là là, c'est dur. Googlisez John Adams, évidemment, deuxième président des États-Unis. Qui est Thanos, qui prend des décisions un peu radicales, quoi. Attends. La map sonore Avengers qui s'arrête jamais. Non, mais je pense Benedict Arnold, j'aurais dit, mais c'est en fait, il est entre Thanos et Loki. Parce qu'en fait, on ne sait pas dans quel camp il est. Benedict Arnold, c'était un des généraux les plus fidèles de Washington. Et puis au dernier moment, il fait « Ouais, allez, ciao, je vais... » Ouais. Oh, le coquin. Voilà. Ah, cool. Donc, c'est une décision un petit peu irréfléchie quand même. Ouais, c'est un peu irréfléchi. On peut le garder dans Thanos. Ouais. Qui est Hawkeye, le mec qui tire des flèches mais qui sert à rien. Ah. Qui fait feu de tout bois et qui finalement, bon, l'impact vraiment derrière est pas... Ça allait bien aussi avec Benedict Arnold. Non, mais c'est horrible parce que j'aurais dit les autochtones, hein, sinon parce qu'ils se font vraiment baser à la fin, quoi. Donc voilà, mais c'est coup dur. Mais c'est un peu le coup dur, ouais. Icaris, vous le connaissez? Mais quasiment personne ne le connaît en réalité. Donc voilà, la personne que personne ne connaît en réalité, mais gagnerait peut-être à être connue. Alors Colonel Tai, c'est un des personnages que je t'ai cité en plus. Okay. Je l'aime bien. D'accord. Voilà. Donc on pense à Colonel Tai, bien sûr. Ouais, je reviendrai sur qui c'est. Bien sûr. Et ensuite, pour terminer, on a Thor, l'homme venu d'ailleurs, bien sûr. Bah Lafayette, du coup. Voilà, très bien. Voilà, on aime bien. Super. Les Avengers, messieurs, dames. Ils sont super. Les Avengers de la Révolution. Super, j'ai bien aimé quand même le Hawkeye. Mais non, mais ça me fait mal de dire ça, mais parce qu'en fait, voilà, tu dis finalement ils ont pas obtenu gain de cause. Ils ont plus subi qu'autre chose la situation. Ouais. Tu disais la bataille de Yorktown, c'est un peu le tournant justement de cette le tournant. Ouais. Et ensuite à ce moment-là, c'est la reddition donc de l'armée britannique à ce moment-là. Donc c'est la fin, on va dire. On va se diriger à ce moment-là vers, on va dire l'armistice, on va dire. La paix, enfin les négociations des traités de paix. Alors la reddition de l'armée britannique, elle est un peu salée par ailleurs en plus parce que Cornwallis veut pas se rendre à Washington parce que il estime que Washington il est pas de sa trempe.
Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, il envoie son second pour se rendre à Washington, et donc Washington dit bah du coup il se rendra pas à moi, il se rendra à mon second. Ah ouais, le Voilà. seum. Ouais, donc voilà. Non, puis ensuite il y a les négociations pour la paix qui sont menées en France à Paris en fait, et qui aboutissent au traité de paix en 1783. Mais ce qu'il faut voir, c'est que en parallèle, donc ça c'est vraiment la guerre d'indépendance. Ce qu'il faut voir après, c'est qu'en parallèle, on parle d'une révolution américaine. Qu'est-ce qui va faire qu'on va parler d'une révolution? C'est que si on a pris son indépendance, qu'est-ce qu'on construit derrière? C'est quoi le projet derrière? Quel projet? Non, je ne vais pas le faire. Je refuse. On me dit dans l'oreillette, c'est non. On est d'accord. Hein. Voilà. Quel est le projet derrière? Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout à l'heure on parlait de la déclaration d'indépendance. Ce qui va de pair avec la déclaration d'indépendance, c'est qu'on dit direct, les 13 nouveaux États doivent se doter chacun d'une constitution. Ils doivent chacun essayer de construire un nouvel État. Et on va essayer de construire un nouveau truc qui n'est pas la République des États-Unis d'Amérique, ça va être une confédération. C'est intéressant parce que, alors moi, du coup, j'ai un souvenir. Là, je me permets, c'est une question. En fait, j'ai joué à Assassin's Creed 3. Peut-être certains ont joué. Et il y avait un DLC où Washington devenait roi des États-Unis. Ouais. On est arrivé sur une confédération. Est-ce qu'un autre régime a été envisagé que la confédération? Pas du tout. Pas du tout. Alors pour le coup, Washington, il est chiant. Il est Captain America parce qu'il est chiant moral. Okay. Washington. Il y avait un visuel et tout trop stylé. Hein. Ah ouais, non, mais c'est. Attends, le visuel avait été super bien avec Washington sur un trône et tout. Ça claquait très fort. Moi, ouais, j'avoue. Mais je me suis dit, est-ce que ça a pu exister? Mais non. Du coup. Mais non, parce que Washington, vraiment, le côté moral chiant, la guerre est finie. Il remet sa démission. Oh là là, il peut pas être un tyran comme tout le monde. Non. Ensuite, il est élu à l'unanimité le premier président des États-Unis. Ok, De Gaulle. Voilà, c'est ça. On est en mars 1789. Et puis, il fait 2 mandats. Et au bout de 2 mandats, il dit non, c'est fini pour moi. Je me retire. Okay. Donc, vraiment chiant. Voilà. Okay. Mais moral. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qui a posé la base de. Logiquement, un président des États-Unis fait pas plus de 2 mandats, tout ça. D'accord, donc ça vient déjà de là. C'est lui qui a posé en fait cette sorte de jurisprudence en fait au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on crée comme projet derrière? On parlait évidemment, il y a quelque chose qui va hanter les États-Unis, c'est la question de l'esclavage, qui est quand même matricielle dans la question de l'histoire américaine. Qu'est-ce qu'on en dit au lendemain justement de la déclaration d'indépendance? Déjà, même au moment de la déclaration d'indépendance, ça avait été discuté et il avait mis le mot slave ou slavery. Il en avait parlé dans la déclaration d'indépendance, il l'a rayé pour pas que ce soit cité dans la déclaration d'indépendance. Parce que c'était un des points d'achoppement. Encore une fois, on a 13 colonies qui deviennent 13 États, qui sont très disparates les uns par rapport aux autres. On veut que tout le monde tombe d'accord, donc on va trouver le truc qui fait le plus compromis, qui fâche le moins. Le Sud, si jamais il y a le moindre truc qui menace l'institution esclavagiste, il se retire de toute négociation. Donc le compromis, il est là. Fondamentalement, voilà, on a des républiques de ces fameuses, de ces nouveaux États, de ces nouvelles législatures d'États qui vont progressivement abolir l'esclavage, ou qui vont émanciper les esclaves. Les endroits où c'est plus facile de le faire que d'autres. Donc, dans le Massachusetts, d'abord en Pennsylvanie, dans le Massachusetts, dans les États en fait du Nord, petit à petit, les esclaves sont émancipés. Dans le Sud, pas du tout. Et c'est pas grave puisque c'est des États qui sont indépendants les uns par rapport aux autres. Et puis ils ont un congrès qui sert pas à grand chose, mais c'est une confédération. Le seul truc, c'est que cette confédération, elle sert pas à grand chose. Donc, ils mettent énormément de temps à ratifier cette confédération. C'est dès 77 qu'on arrive au modèle de la confédération. Ça met 4 ans à être ratifié. Et puis finalement, en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a quand même toujours des gens qui sont pas contents. Il y a toujours des émeutes, des révoltes. Et les États n'ont pas les moyens de canaliser ces révoltes parce qu'il n'y a pas de... À l'époque, on dit on n'a pas d'État fort, il manque un État fort. Et donc, est convoquée une convention constitutionnelle à Philadelphie. Et là, il y a les débats, il y a les négociations, et notamment sur la place à donner à l'esclavage. On va dire que, là encore, la Constitution se mouille pas trop, et surtout prend des décisions qui peuvent paraître très déroutantes dans les choix qui sont faits de compromis. Notamment, tu vois, sur l'organisation du nouveau gouvernement, on met en place un système de checks and balances, le système qui est censé garantir un équilibre des pouvoirs et qu'il n'y a pas un pouvoir qui va prendre trop de place
système qui est complètement en train de voler en éclats au moment où nous parlons. Et en fait, il y a 2 chambres qui sont déterminées. Enfin, voilà. Une chambre qui a une représentation égale, il y aura le même nombre de représentants, quel que soit le nombre d'habitants dans un État, et une chambre proportionnelle. Et se pose la question, bah ouais d'accord, mais en fait, tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'en Caroline, 60% de la population, c'est des esclaves. Du coup, ils comptent ou pas dans la représentation? Et donc la décision qui est prise, c'est de dire, alors les esclaves n'auront toujours pas de droit, hein, évidemment, mais ils vont compter pour 3/5 d'un humain, pour calculer la représentation. Ce qu'on appelle le compromis des 3/5, ce qui fait plaisir. Hein. Wow, le plaisir, c'est vrai que c'est particulier. Voilà. Donc voilà, ça pour te dire, voilà, les questions relatives à l'esclavage ne sont pas du tout réglées par la Constitution, au contraire, qui choisit de ne pas se mouiller là-dessus. Et donc certains États restent farouchement esclavagistes, d'autres commencent à faire des émancipations graduelles ou ont aboli franchement l'esclavage. Et donc ça fait quand même un pays où on voit des États qui sont très désunis en fait, hein, qui sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas la seule chose en fait qui va les diviser hein, dans le fonctionnement, mais c'est le point le plus saillant, on va dire. Merci beaucoup Virginie. Avant de passer aux questions, parce que je vous ai promis qu'on allait avoir des questions aussi que vous pouvez poser de vive voix, donc on va faire passer le micro dans quelques instants. C'est la dernière question que moi je vais te poser, Virginie. Comme on fait ce cycle sur la Révolution, on aime bien poser aussi la question à chacune des intervenants. Pour toi, c'est quoi une révolution ? Eh ben, en fait, j'aurais envie de dire, de citer en fait un historien qui a dit ça il y a 100 ans. C'est un historien qui s'appelle Jameson qui se demandait si on pouvait lire la Révolution américaine comme un mouvement social. Donc une révolution, ça repose sur une forme de mouvement social, de soulèvement social. Et c'est tout l'enjeu de savoir ce qu'est cette révolution américaine. Toute la question, c'est qu'on a longtemps parlé de l'indépendance des États-Unis. Maintenant, on parle d'une révolution américaine. Et quand on parle de révolution, on ne parle pas juste d'une guerre d'indépendance. On parle vraiment d'une révolution sociale qui est imparfaite à la fin. Très imparfaite, mais qui n'est même pas reniée même par les membres des catégories minorisées, même dans les années qui suivent la révolution, parce qu'au moins c'est une base de négociation, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est un mouvement social, je dirais, quelque chose comme ça. Merci beaucoup Virginie. Merci pour cette... sur ces éclairages. On va en profiter, on va faire passer le micro. Je sais qu'il y a plein de questions que vous avez envie de poser, qu'on n'a pas eu le temps de poser, évidemment, puisque on va nous mettre dehors à un moment donné. C'est ça, la réalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez qu'on vous tende le micro. Super. Comme ça, on va pouvoir poser certaines questions. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence. J'avais une question sur les populations autochtones au début de la Révolution américaine, parce que vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de la population, soit en pourcentage par rapport aux colons plus esclaves, soit en termes de millions de personnes ? C'est difficile à chiffrer en fait, parce que justement, là, les chiffres que j'ai donnés, les 2,5 millions, 460 000 esclaves, c'est parce qu'on a des dénombrements qui ont été faits. On a des dénombrements qui ont été faits par les gouvernements coloniaux, donc ce qui nous permet d'avoir des estimations. Ensuite, il y a un recensement des États-Unis qui est fait en 1790. Et en fait, dans ces pratiques de dénombrement, les populations autochtones ne sont pas comptées. Ce qui, en soi, est une forme de violence hallucinante, hein, au passage. Mais donc, en fait, c'est difficile de chiffrer cela. Et puis, ça dépend des territoires. Si vous êtes plus vous allez vers l'ouest, plus vous avez de gens en fait. Mais il faut avoir aussi en tête que ces populations autochtones sont déjà de toute façon dans une situation où c'est un nombre considérablement amoindri depuis le XVIe siècle, hein, en fait, qui s'est effondré démographiquement du fait des maladies et des épidémies. Donc, de toute façon, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus réduits que ce que c'était auparavant. Il y a d'autres questions ? Super. Au centre, il y a madame devant qui avait une question. Au centre, avec le pull rayé. Super.
Merci beaucoup pour la conférence. Je voudrais aussi retourner sur les autochtones toujours, donc pour un peu compléter la question précédente. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de savoir au niveau de la période où il y avait donc des conflits, il y avait des conflits armés, il y avait des batailles. C'est des populations qui ont dû être quand même affectées malgré le fait qu'elles ont été déplacées. Être déplacé, c'est être affecté déjà. Oui. Est-ce qu'elles ont pris part? Moi, je voudrais savoir de façon active, est-ce qu'elles ont essayé de prendre leur défense ou la seule réponse à laquelle qu'ils pouvaient donner, c'était vraiment de fuir les batailles à laquelle elles ne prenaient pas forcément part? Alors, fondamentalement, on parle de nations qui sont dans des configurations très différentes en fonction des contacts avec les populations coloniales d'un endroit à l'autre. Donc, il y en a qui ont décidé de partir. Notamment, les Creek Seminoles ont décidé de partir vers la Floride, justement, s'ils savaient. Oui. Ils ont écrit des lois après et tout. Il y en a d'autres qui ont décidé de se battre, d'aller vraiment dans l'affrontement armé. Il y en a d'autres qui ont choisi des formes d'alliance. Donc en fait, il y a eu des choix très différents d'un endroit à l'autre. Donc voilà. Si vous voulez compléter là-dessus, parce que je pourrais, voilà, pas le temps, mais si vous voulez compléter là-dessus, notamment il y a dans le dernier numéro du magazine L'Histoire, je touche pas de royalties dessus, hein, dans le dernier numéro du magazine L'Histoire qui est consacré à la Révolution américaine, il y a un article de Gilles Havard là-dessus qui fait le point assez rapidement. Enfin, il écrit beaucoup là-dessus, mais cet article-là va assez vite pour en parler. Voilà, on n'aura pas le temps de poser une autre question malheureusement puisque on va se faire sortir de la salle. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir. Merci. Alors évidemment, on vous met, si vous voulez bien, on vous a mis un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, évidemment, c'est juste UFC que choisir ici. Donc on vous fait apparaître le QR code, n'hésitez pas à le flasher pour faire vos retours. Voilà ce que vous avez pensé de la conférence. Ce sera un vrai plaisir de vous lire. Donc voilà, comme ça vous pouvez faire vos retours négatifs sur le QR code, et quand on se retrouvera dehors pour discuter, vous pourrez me dire que c'était super. Voilà. Donc n'hésitez pas. On a aussi du gâteau nantais si vous voulez. On vous a coupé les petites tranches si jamais vous voulez. Vous êtes chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça s'est éteint? Aïe, 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 ça s'est éteint. On ne veut pas avoir vos retours négatifs, c'est ça la réalité. Non, mais pour que les gens repartent d'ici, Virginie, avec quelque chose peut-être aussi. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Non, mais alors, c'est une recommandation. Je crois que j'ai 2-3 étudiants qui sont au courant de ce que je vais faire comme recommandation. Je les vois déjà. Je vous conseille de regarder la comédie musicale Hamilton. Voilà. Parce que je pense que voilà, si j'en ai pas parlé une fois par cours, c'est que c'était un cours où j'étais malade. Donc Hamilton de Lin-Manuel Miranda, qui est une comédie musicale de bon voilà, il y en a qui savent, mais qui est intéressante parce que notamment le parti pris qui a été fait par Lin-Manuel Miranda, qui incarne Alexander Hamilton. Et quand il a présenté son projet, notamment à Barack Obama, il a dit que c'est que pour moi, Alexander Hamilton incarne le hip-hop. C'est bizarre. Alexander Hamilton, c'est le premier ministre du budget, tu vois. Mais en fait, Alexander Hamilton, il est né à Nevis, donc il est dans les Antilles, dans les Caraïbes, et c'est un immigré. Et il est venu à New York et il a fait fortune. Bon, bref, voilà. Mais surtout, en fait, tous ces pères fondateurs qui sont très blancs et bourgeois. Il décide de les faire incarner par des personnes racisées dans tout le casting et de le faire incarner avec des genres musicaux très contemporains. Et c'est une façon de dire ce roman national, même quand il est un petit peu rance, un petit peu vieillot, on peut se le réapproprier. Il appartient à toute la population des États-Unis. Et je trouve qu'en soi, c'est assez intéressant en termes de dialogue entre le passé et la façon dont on se l'approprie et dont on en fait quelque chose. Évidemment, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Virginie, on peut l'applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît. Et on le disait, la manière dont être célébrés les 250 ans de la déclaration américaine de l'indépendance américaine vont être très intéressants à scruter évidemment au mois de juillet prochain. J'espère que cette conférence vous a donné des éléments. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. Sachez qu'on va mettre, on a un petit écran juste devant, donc si vous voulez, en sortant, si vous voulez scanner le QR code, on vous l'a mis là parce que là on me dit que les rétroproches sont en PLS. Voilà, on les a juste éteints. Donc non, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. Ça m'a fait très chaud au cœur de vous voir. Merci beaucoup de votre enthousiasme, de votre participation. Vous avez été concentrés tout du long. On aurait aimé que ça dure 1 heure de plus parce que voilà, c'était un vrai. On aurait adoré que ça continue. Donc merci beaucoup à Virginie. Merci beaucoup aussi à l'université de Nantes de nous avoir accueillis. C'était vraiment, on a été super bien accompagnés. Donc merci beaucoup à eux. Merci beaucoup aux gens en régie aussi. On peut les applaudir s'il vous plaît.
qui font en sorte que ça s'est très bien passé, que ce soit sur Twitch et ici. Donc merci beaucoup. Sachez que pour discuter après, comme je vous le disais, ce sera avec plaisir à l'extérieur, non pas de l'amphithéâtre, mais carrément du bâtiment, parce que sinon on va déclencher les alarmes. Donc ce sera un plaisir de discuter avec vous, de prendre quelques photos. Et le QR code est revenu, il a disparu. Donc ce sera en sortant. Merci beaucoup tout le monde, une très bonne soirée, à très vite et à demain.